Parlons dans ce chapitre de fonctions. En d'autres termes, on s'intéresse à savoir comment l'ordinateur, avec C++, puisque c'est notre langage, comment avec C++, on pourra donner la valeur, par exemple, de sinus d'une certaine fonction, sinus de x, ou cosinus de x, etc. Bon, on a tous vu que les opérations élémentaires sont déjà programmées. On ne va pas rentrer dans le détail comment sont faites les additions, soustractions, multiplications, divisions, etc. Là, on va parler de comment sont programmées les fonctions plus complexes, telles que par exemple les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, comment l'ordinateur va nous donner la valeur de la racine d'un nombre, l'exponentielle d'un nombre, le logarithme naturel ou un autre logarithme d'un nombre, etc. Commençons d'abord par nous rappeler le développement en série de Taylor. Il y a beaucoup de fonctions, en tous les cas, pour lesquelles qu'on pourra écrire sous la forme d'une certaine somme. La somme de quoi, en fait? Ça, c'est les dérivés n sur n factoriel x moins a puissance n, ça, la fonction f de x. Ici, dans ce terme, il faudra corriger ici, en fait, c'est fn. On doit mettre fn au point A, la dérivée au point A. Ok. Donc, vous voyez, c'est une somme à l'infini. Donc, on fait intervenir des dérivés de tout ordre. Ça suppose donc que la fonction elle est dérivable. Admet n'importe quelle la dérivée de n'importe quel ordre. C'est pas toutes les fonctions qui vont vérifier ça. Mais dans la pratique, en fait, on n'a pas besoin de calculer la somme jusqu'à l'infini. On peut se contenter d'une certaine approximation. Comme vous voyez ici, il y a une division sur n factoriel. N factoriel, c'est très grand en général. Donc, à partir de 40 factoriel, 50 factoriel, là, surtout si la fonction ne croît pas très vite, c'est pas une fonction exponentielle ou quelque chose comme ça. Vite fait, la dérivée, donc, ça va devenir, ça tend vers 0 rapidement. Et donc, on pourra se contenter de calculer juste une somme, juste un certain ordre. Donc, cette série n'existe pas toujours. Il faut que déjà les dérivés n existent. Et même lorsqu'il existe toutes les dérivées n, cette somme, elle ne converge pas toujours vers f de x. Donc, même s'ils existent tous les termes, la dérivée n existe, cette somme existe, et que même cette somme, si elle converge, probablement, elle ne va pas converger vers f de x. Donc, il y a des conditions. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les conditions, mais on pourra écrire en tous les cas, par exemple, que la fonction exponentielle x admet un développement en série de Taylor, la somme xn sur n factoriel, et l'intervalle de convergence sur R. Donc ici, on n'a aucun problème. Quel que soit x dans R, on pourra toujours écrire l'exponentielle x de cette manière. Cosinus x, on pourra l'écrire comme ça. Il admet aussi un développement et le domaine de convergence R tout entier. Pareil pour sinus x, on a le développement de Taylor. Logarithme népérien de 1 plus x maintenant. 1 plus x, déjà vous connaissez la fonction log, il n'est pas défini si x est négatif. Donc ici, puisque j'ai log 1 plus x, il n'est pas défini si 1 plus x est négatif. Donc il n'est pas défini si x est plus petit que moins 1. Donc entre moins 1, bien sûr log de 0 n'est pas défini aussi. Donc ici il faut fermer il faut ouvrir l'intervalle. C'est pas défini par exemple pour x égale moins 1. Et donc, pour x compris entre moins 1 et 1, on pourra écrire logarithme népérien de 1 plus x sous cette forme. Donc, avec un moment, donc, de cette manière, en série de Taylor. On a aussi, par exemple, arctangente x qui admet ce développement en série de Taylor, toujours pour x entre moins 1
1. Vous pouvez toujours vous poser la question, il est où le rapport entre ce développement et la fonction telle qu'il est exprimée ici. Ici, c'est un développement autour de A. Ici, donc, c'est autour de 0. Toutes les expressions que vous voyez ici autour de 0. Donc, vous remplacez A par 0. C'est pour ça que vous voyez xn ici, xn, x2n, etc. C'est parce qu'on a remplacé A par 0. La deuxième chose, c'est que vous ne voyez pas la dérivée fn au point A. Donc, ici, c'est la dérivée fn, la dérivée nième de f au point 0. Vous connaissez la dérivée, si vous avez fait un peu le cours sur la dérivée d'exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Et donc, au point 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. C'est pour ça que vous ne voyez pas ici fn ici. Et vous pouvez faire le même raisonnement pour toutes les autres fonctions. Ici, vous voyez moins 1 puissance 1 parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, ensuite moins cos, ensuite, etc. C'est pour ça que vous voyez moins 1 puissance 1. Il y a des termes, bien sûr, qui vont disparaître parce que il reste que les termes pairs, parce que sinus 0, c'est 0 en fait. Quand on fait la dérivée, toutes les dérivées impaires, par exemple, la dérivée première de cosinus, c'est moins sinus, et moins sinus de 0, c'est 0. En tout cas, vous pouvez vous amuser, essayer de retrouver ces formules en utilisant la formule de Taylor, sachant que A est égal à 0, et que vous les dérivez de ces fonctions, vous devez le connaître. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cos, etc. Maintenant, si on voudrait, par exemple, écrire la cosinus x, au lieu d'utiliser symbole somme, on va enlever le symbole somme. Donc, cette écriture, on vient à dire 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel, etc. Et on pourra s'arrêter quelque part, puisque là, cette somme, normalement, il va jusqu'à l'infini, mais on pourra s'arrêter quelque part, parce que les termes qui vont venir après vont être très, très, très petits. Vous voyez, je divise sur 6 factoriel, je divise sur, après 8 factoriel, 10 factoriel. Essayez juste de savoir, de voir si on divise 100 factoriel, qu'est-ce que ça peut être. Donc après, les termes vont très très vite devenir très petits, surtout que la fonction cosinus. Donc ici on a x6, etc. Si on restreint le x par exemple dans l'intervalle moins pi pi, dans un intervalle de longueur de pi parce que cosinus est périodique, donc très très vite les termes vont devenir très très petits, hein, tendre vers 0. Donc on peut se contenter de prendre quelques termes comme une approximation de la fonction cosinus. Concrètement, donc, dans l'ordinateur, comment on calcule cosinus x? On utilise cette fonction et on va utiliser un certain nombre de termes jusqu'au 10e, au 20e, au 40e, ça dépend de la précision que vous voulez atteindre. Et bien sûr, on va utiliser aussi quelques propriétés de cosinus x, puisque on sait qu'il est périodique. Donc on va se ramener à un intervalle de 0,2 pi ou bien moins pi, pi, etc. Justement pour avoir la meilleure précision possible. Parce que si on prend x très très grand, ben, on pourrait avoir des problèmes ici. Pas des problèmes, mais on va perdre de la précision. Si x puissance, si je m'arrête à x10, x puissance 10, si mon x est très 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 grand, ben, x puissance 10 va être très grand aussi. Et donc, on perdra de la précision. Les termes négligés ne seront pas très 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 petits finalement. Alors que si on ramène x juste à un intervalle 0 pi, on va garder la précision. Donc, il suffit de prendre suffisamment de termes. Il n'y a personne qui vous dira combien. Est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 20? Vous allez pouvez le constater vous-même, en fait. On se contente de certaines précisions, au moins 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 8, des choses comme ça. Donc, il vous faut au moins 10, 14 termes pour pouvoir atteindre cette précision. Donc, on peut voir ce phénomène. On va essayer de comparer justement la fonction f de x qui égale cosinus. Vous la voyez ici. Ça, c'est cosinus. Et le polynôme de Taylor qui est
1 moins x carré sur 2, ensuite plus x4 sur 4 factoriel, moins x6, etc. Regardons d'abord le premier polynôme, juste, si on se contente juste de deux termes. Donc ça, c'est un polynôme de degré 2, c'est une parabole. Vous la voyez ici, avec les pointillés. Et si l'approximation n'est pas très bonne, il faut vraiment être très proche de 0 pour que ça soit que le résultat soit assez bon. Faisons maintenant, si on prend par exemple au lieu de 2 termes, on prend 4 termes, donc on va aller jusqu'à x6 dans le polynôme de Taylor. On voit que la courbe il fit mieux avec le cosinus dans un intervalle plus grand que celui d'avant, etc. Maintenant, si je vais jusqu'à x10, on voit aussi qu'on atteint pas mal, très très bonne précision. Vous allez me dire, mais alors si je prends x égale 8, je vais faire comment pour calculer mon cosinus? Comment je vais calculer cosinus 8? Parce que là, je vois que pour 8, ça ne marche pas du tout. Si je prends x égale 8, il y a une grande différence entre ma fonction. Ben, c'est très simple. On sait que la fonction cosinus il est périodique. On va juste calculer dans l'intervalle moins pi pi. Donc on va retrancher des multiples de 2pi, ou ajouter des multiples de 2pi jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un intervalle de type moins pi par exemple. Et là on voit que la précision est très très bonne. L'approximation est très bonne entre ma fonction et le polynôme de Taylor. Bien sûr, plus on ajoute les termes polynômes, plus on a la meilleure précision, mais on ne peut pas continuer à ajouter jusqu'à l'infini. Il faudrait s'arrêter quelque part. Et si on s'arrête quelque part, on devrait s'arranger pour quand même garder la bonne précision, même pour des x assez grands, même pour x très grands. La solution, c'est d'utiliser la propriété de cosinus, qui est la périodicité. Vous voyez que la fonction x est périodique, c'est la même chose qui se répète à l'infini. Donc ici, moins pi, si je vais dessiner correctement, ce serait ça. Voilà, et vous voyez que c'est la même courbe, c'est cette courbe-là qui se répète. Elle se répète dans tout intervalle de longueur de pi. La périodicité s'exprime, la périodicité de la fonction cosinus, et pareil pour sinus aussi, les périodiques, c'est que cosinus x, et donc c'est la même chose que cosinus x plus 2kpi. Si vous ajoutez des multiples k dans z, donc k ça peut être un entier négatif, si vous ajoutez ou vous retranchez des multiples de 2pi, vous gardez toujours la valeur du cosinus. C'est le même cosinus, ça ne change rien. Dans le cercle trigonométrique, vous pouvez imaginer un angle x ici. Son cosinus, c'est la projection sur l'axe des x. Et donc, si j'ajoute 2pi, des multiples de 2pi, c'est-à-dire je fais plusieurs tours. J'ajoute 2pi, j'ajoute 4pi, 6pi. Je reviens au même point et donc c'est le même cosinus. Le cosinus, il est là. Donc le cosinus, c'est ça le cosinus. C'est la projection sur l'axe des x. Donc si j'ajoute des multiples de 2pi, sens positif, il est là. Ou je retranche des multiples de 2pi, je reviens toujours au même endroit et donc c'est le même cosinus. Si on voit dans ce graphique aussi, on peut raisonner en termes de ce graphe. On voit ici entre moins pi et x égale pi, à peu près ici. Si je prends n'importe quel x ici, n'importe quel x, je lui ajoute 2pi, je me retrouve ici. Et donc, ils ont la même f de x, c'est le même cosinus. Parce que la fonction, si je retranche 2pi à mon x, je me retrouve là. Et si je retranche 4pi, je me retrouve ici, aussi, la fonction ici. Ils ont tous le même cosinus parce que la fonction, elle est périodique, comme je l'ai dit. C'est ce morceau qui va se répéter. C'est ce morceau qui est dans cette zone moins pi qui va se répéter à l'infini.
Donc pour la série de Taylor, avec 6 termes, juste 6 termes, il est pas mal précis pour l'intervalle moins pi, pi, à peu près moins 4, 4. On a vu ici dans l'intervalle moins 4, 4. Ici, non, pour 4 termes, c'est pas bon. Mais pour 6 termes, on voit quand même, si on prend moins pi, pi, on voit quand même graphiquement, on a une très 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 grande précision. Donc on pourra se contenter juste de 6 termes, c'est-à-dire on va juste jusqu'à x10. Jusqu'à x10 pour calculer cosinus. Mais si on veut une meilleure précision encore, on peut aller à x12, à x14, à x16. Parce que là, on divise juste sur 3 millions, qui représente le, c'est pas 10 factoriel. Ben, si vous allez jusqu'à 14 factoriel, divisé sur 14e, x14, etc., divisé sur 14 factoriel, vous allez voir que les quantités qui vont venir après sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites. En tous les cas, on peut le faire avec 6 termes déjà. On va avoir une très très bonne précision pour la fonction cosinus. Concrètement, si on veut programmer ça en C++, comment on va s'y prendre? En tous les cas, pour les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus d'abord. Premièrement, on demande à l'utilisateur d'entrer son x. Lui, il entre x, sinon on va lui renvoyer cosinus x. Si x est plus grand que pi, alors on soustrait de pi. Parce qu'on a dit, on va essayer de ramener notre x pour éviter, on sait jamais, pour éviter de perdre la précision avec des x trop grands. Si l'utilisateur rentre un x qui est plus grand que 2pi, que pi, qui est plus grand que pi, on va retrancher 2pi. Donc je retranche 2pi à moins x. Je retranche 2pi. Admettons, je me retrouve là. Il est toujours plus grand que pi. Je retranche encore 2pi. Ah, il est là mon nouveau x. Et là, je vais utiliser celui-là pour calculer mon x. Le cosinus n'a pas changé. Le cosinus de ce x-là et celui-là, ils sont pas pareils. Ils sont pareils. L'avantage, c'est que le x qui est ici, il est entre moins pi et pi. Et là, je vois, ici, j'ai une très très bonne précision pour mon x dans cette zone. X qui est dans cette zone. Je vois que j'ai une très très bonne précision. Donc ici, c'est un endroit idéal pour utiliser la boucle while. On peut faire while, c'est-à-dire tant que. La boucle while, ça veut dire tant que. Tant que mon x est supérieur à pi, ben x reçoit x moins 2pi. Je retranche 2pi à mon x. Un bon exemple d'utiliser while, parce qu'on ne peut pas utiliser for parce qu'on ne sait pas combien de 2pi on devrait retrancher. On ne sait pas. Donc on va continuer à retrancher 2pi tant que mon x il est toujours supérieur à pi. Et pareil, si jamais mon x, le x qu'a fait rentrer l'utilisateur, il est plus petit que moins pi, celui-là, et ben je vais ajouter 2pi. Je vais ajouter 2pi pour le... S'il est toujours plus petit, je vais ajouter encore 2pi. S'il est toujours plus petit, je vais ajouter encore 2pi. Jusqu'à ce qu'il va se trouver par exemple dans cette zone. Il va se trouver dans cette zone. Et là, je sors de... Et là, je prends ce x-là. Et donc, pareil, un bon endroit d'utiliser la boucle while. Tant que mon x est plus petit que moins pi, je dois rajouter 2pi. Une fois mon x maintenant, c'est correct, il est entre moins pi et pi, on est bien, on va avoir une bonne précision. Je vais retourner, ma fonction va retourner la chose suivante. 1 moins x carré sur 2, puis voilà, la somme de tous ces termes-là. Vous avez 6 termes à calculer, se calcule assez facilement avec le... vous voyez, c'est des puissances, c'est des divisions, additions, tout ça. Ça se calcule très bien avec C++. Mais comme vous avez vu, on compare toujours avec pi. Là, vous pouvez utiliser une valeur approximative de pi pour comparer. On n'est pas obligé d'utiliser pi à 100%. On peut utiliser une valeur approchée de pi, qui est 3,14. On risque pas grand-chose. Le pire des cas, c'est que ça ne va pas être entre moins pi et pi exactement. Ça va être légèrement sur la frontière, ou à gauche ou à droite.
des poussières près, et on voit qu'entre moins 4 et 4, on a une très très bonne précision. Donc le fait de ne pas prendre pi exactement, et juste une valeur très très proche de pi, ça ne changera rien du tout à notre problème. Sinus x, c'est la même chose, et c'est toujours une fonction périodique. Son développement de Taylor, elle est là. On va s'arrêter, donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes, on va s'arrêter à x11. On peut aller jusqu'à x13, x15, etc. Si vous voulez, pour avoir encore une meilleure précision. Mais c'est le même principe, toujours. Si x est under de moins pi et pi, on va les ramener avec deux boucles while qui vont permettre de ramener notre x dans l'intervalle moins pi et pi pour avoir avoir une meilleure précision. La fonction tangente x, c'est sinus x sur cos x. Donc il faudrait d'abord calculer sinus et cosinus et juste faire la division. Sauf qu'il faut faire attention, si cosinus x il est nul, il faudrait retourner une erreur, dire que voilà. Il faudrait dire à l'utilisateur, voilà, c'est pas défini. Tangente n'est pas définie. Il faut voir avec C++ qu'est-ce que ça donne si vous faites une division par 0. Est-ce que ça vous envoie une erreur ou ça vous... Voilà, donc si jamais cosinus est nul, il faut s'assurer de renvoyer la bonne valeur, de dire que tangente n'est pas définie. Si vous faites une division par 0, C++, ça dépend du compilateur. C'est pas qui vous signale une erreur. Dans le compilateur que j'ai testé, ça me renvoie infini. Hein. Division sur 0, ça donne infini. Voilà. La fonction ln de x, comme vous savez, ln de x, c'est une fonction n'est pas définie pour x plus petit ou égal à 0. Mais dans l'intervalle y entre moins 1 et 1, par exemple, avec y différent de moins 1, bien sûr, c'est pas, comme on l'a dit, ln de 0, c'est pas défini. On pourrait approcher la fonction par cette somme, la somme de Taylor. Puis il faut s'arrêter, il faut se contenter d'une certaine précision. Donc ça, c'est pour calculer ln1 plus x. Mais si jamais on calcule ln de x lui-même, donc on va prendre ce développement, on va remplacer juste y plus 1 par x. Donc y plus 1, ça va être x, donc y lui-même, c'est x moins 1. Donc on remplace ici, juste on prend cette somme de termes, on remplace y par x moins 1, on obtient le développement de Taylor de la fonction ln de x, logarithme lippérien de x. Et on avait y entre moins 1 et 1, et là maintenant on va avoir x entre 0 et 2. Et bien sûr, ln de 0, c'est pas défini. En tous les cas, donc on va avoir ln de x. On va voir ici, par exemple, la fonction ln que vous voyez ici, ln de x. Et là, en pointillé, c'est le polynôme de Taylor jusqu'à degré 3. On a appelé 3 termes, mais supposons on prend plus que 3 termes, donc 1, 2, 3, 4, 5 termes, on voit que la précision est meilleure. Ici, on voit que à partir de 0,5, ça semble se détacher. À partir de 1,5, ça semble se détacher. Si les deux courbes se détachent, on n'a pas une très bonne précision. Quand je prends 5 termes, on voit qu'on peut aller un peu plus bas, un peu plus haut que 1,5, un peu plus bas que 0,5. Et bien sûr, si je prends encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes, et là je peux encore espérer une meilleure précision, etc. Mais si on va analyser plus profondément cette fonction, on va voir que lorsqu'on est proche de 2, les deux fonctions sont quand même pas mal proches. La série de Taylor et ma fonction ln de x sont quand même pas mal proches. Alors quand même, au voisinage de 0, une très très grande différence. La fonction ln descend très très vite vers moins l'infini, ce qui n'est pas le cas de notre polynôme. Donc il y a de petits problèmes, les valeurs de x qui sont proches de 0. Il faudrait trouver un moyen d'améliorer la précision.
que la vie, même si on a augmenté quand même les termes, là, on reste quand même au voisinage de 0. L'approximation n'est pas très terrible. Et valeur de x est, donc, on a un problème, on va dire, proche de 0. On a aussi des problèmes supérieurs à 2. Pour x supérieur à 2, puisqu'on a vu quand même que ce développement de Taylor n'est valable que dans l'intervalle 0,2. Et pour régler ce problème, en fait, on utilise le logarithme. Comme on a réglé le problème à cosinus x en utilisant la périodicité, pour prendre les x plus grands, on va les ramener à l'intervalle moins pi. Pour le logarithme, on utilise le fait que ln de x, c'est moins ln de 1 sur x. Voilà, ln de x, c'est une propriété de log. Vous pouvez réviser votre cours sur le logarithme. Ainsi, lorsque x est supérieur à 2, 1 sur x va être plus petit en fait que 2. Va même être plus petit que 1 sur 2. Donc on pourra améliorer cette précision. On va prendre jusqu'à l'intervalle. Si x est inférieur à 1, on pose x égale 1 sur x. Alors, on essaie de régler le problème des chiffres qui sont pas mal proches de 0. Donc si x est plus petit que 1, on va changer x, on ramène 1 sur x. Et on fait le calcul de ln. Puisqu'on a vu ici, après il faut juste mettre un signe moins au résultat qu'on va trouver au lieu de calculer ln de x. En fait, l'idée c'est de choisir entre calculer ln de x et calculer ln de 1 sur x. Si x est trop gros, on va le ramener à devenir petit avec 1 sur x. Si x est trop petit, on va le mettre plus grand avec 1 sur x toujours. Mais il faut mettre le signe moins au cas de besoin. Ici, si x est inférieur à 1, on met x égale 1 sur x. Et bien sûr, il faut changer le signe, il faut mettre le signe. Par exemple, ln de 0,1, c'est moins ln de 10. Voilà. Maintenant, il faut calculer quand même ln de 10 parce qu'on a vu que quand même, à partir de 2, l'approximation n'est pas bonne. Donc là, on vient juste de régler le problème des x qui sont très petits. Maintenant, pour ln de 10, comment on pourrait l'écrire? C'est ln de 5 fois 2, par exemple. Donc on utilise les propriétés des log. ln AB, c'est ln de A plus ln de B. ln de A puissance n, c'est n ln de A. Donc avec ces techniques, on pourra manipuler le x pour le ramener à une zone raisonnable entre 1 et 2 par exemple, ou entre moins 0,5 et 1,5 ou des choses comme ça, pour avoir la meilleure précision possible. Si on prend notre x par exemple qui est égal à 10, on pourra l'écrire comme étant 2 puissance 3, donc on essaie d'écrire sous forme 2 puissance n fois quelque chose. Donc 2 puissance 3 fois 1,25, à peu près pour 10. 125, on pourra l'écrire, donc c'est 2 puissance 6 fois 1,9, etc. Mais si dans tous les cas, on en ramène à écrire 2 puissance n fois une certaine constante. ln de 2 puissance n fois une certaine constante, c'est n fois logarithme népérien de 2 plus ln de a. Cette constante, elle est plus petite que 2 et plus grande que 1, donc on est pas mal. On va avoir une bonne précision ici. Pour notre logarithme népérien, vous voyez, donc c'est pas évident pour le log, c'est beaucoup moins évident que cosinus et sinus, etc. Par exemple, ln de 10, on pourra l'écrire, étant donné que 10 c'est égal à 2 puissance 3 fois 1,25, c'est 3 ln de 2 plus ln de 1,25. Et là, vous voyez que c'est de logarithme, on va avoir une bonne précision en utilisant la série de Taylor, cette série, en prenant 7 termes, ou 9 termes, ou 11 termes, ou ce que vous voulez. Donc on marque, voici comment trouver n et a dans l'égalité. Bien sûr, vous pouvez voir comment on va trouver n et a. Concrètement, on fait quoi? On divise sur n, on divise sur 2 à chaque fois, plusieurs fois, on divise sur 2 jusqu'à ce que le résultat soit plus petit que 2.
Chaque fois qu'elle reste plus grand que 2, on continue à diviser. Et puis, on compte combien de fois on a divisé. Donc, lorsque le résultat, le nombre de fois qu'on divise, ça correspond à notre n. Et ensuite, le a, comment on l'obtient? En divisant x sur 2 puissance n, on obtient notre a. Ainsi, donc, x c'est 2 puissance n fois a. Avec C++, on peut faire la chose suivante. Si x est plus petit ou égal à 0, on renvoie un message d'erreur que le logarithme n'est pas défini. Message d'erreur et le programme prend fin. Donc, on dit que le logarithme de x négatif n'existe pas. Si x est plus petit que 1, mais toujours positif, hein, alors on pose x égale 1 sur x. Mais bien sûr, il faut changer le signe pour le log. On va calculer. On trouve les valeurs de a et n telles que x égale 2 puissance n fois a. Comment on trouve les valeurs on a dit qu'il faut diviser plusieurs fois par 2 et puis il faut compter combien on a divisé. Dès que le reste est plus petit que 2, on prend x, on le divise sur 2 puissance n pour trouver la constante a. Ensuite, on calcule ln de a. On calcule ln de 2. Donc, on obtient le résultat, c'est qui est ln de 2 plus ln de a. Donc, notre ln de x, ça peut être égal à z, celui qu'on vient de calculer. Ça peut être moins z, si on avait au début un résultat plus petit que 1. C'est-à-dire le logarithme pour x plus petit que 1 est négatif, comme vous voyez la fonction log ici. Pour x plus petit que 1, le logarithme est négatif. La courbe est sous l'axe des x. Voilà comment on peut calculer le logarithme de x. C'est plus compliqué que cos. Pour un autre log, en dehors du log népérien, on peut toujours les ramener avec c'est ln de x sur ln de b. Donc, il suffit de calculer ln de x et ln de b. Donc, on n'a pas besoin de reprogrammer encore ça, vu que c'est déjà fait plus haut. Comment, dans l'ordinateur, on pourra trouver la fonction racine carrée? Pour calculer la racine carrée d'une certaine constante a positive, bien sûr, on cherche une suite qui va converger vers justement racine de a, une suite qui s'approche de plus en plus de racine de a. Cette suite s'obtient avec la méthode de Newton en prenant la fonction f de x égale 1 moins x carré. Et la suite xn plus 1, c'est xn plus 1 sur 2 plus a sur 2 xn. Donc, dès qu'on connaît le premier terme, on doit essayer d'initialiser, bien sûr, correctement la suite. Et puis, chaque terme se calcule en fonction du terme précédent. Et là, il faut calculer certains termes quand même, au moins 100 termes, peut-être 40, 50, 60, ça dépend, pour avoir une certaine précision. Ça peut être une boucle for, calculant beaucoup de termes, mais si notre constante a est très grande, peut-être on ne va pas avoir une bonne précision. Donc, on pourra peut-être faire une boucle while et s'arrêter. On va continuer la suite, peu importe le nombre de fois. Dès que la distance entre xn et xn-1 est plus petite qu'une certaine erreur, une certaine tolérance, on arrête. Tant que c'est plus grand, on va continuer à tourner. Ça veut dire quoi la distance entre xn et xn-1? Lorsque cette distance est trop petite, ça veut dire que j'avance plus. La différence entre mon xn et le terme précédent, il est négligeable, j'avance plus. J'ai atteint la précision souhaitée. Par exemple, vous pouvez mettre 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 10, moins 20. Tout dépend ce que vous voulez comme précision. Tant que cette distance est plus grande que la tolérance, mon erreur tolérée, je continue à faire cette procédure. Mais dès que ma distance entre xn et xn-1 est plus petite, j'arrête et je me contente de la précision obtenue. Ok, voilà les idées générales. Vous pouvez voir les fonctions trigonométriques inverses aussi, comment on les calcule, c'est le même principe. Arc tangente par exemple. Comment on calcule arc tangente x. Arc cosinus. Arc sinus. Je vais m'intéresser à la fonction puissance. La fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle ici,
On a le développement de Taylor, de exponentielle x. Et ça existe toujours. Le domaine de convergence est R. Donc, cette série, cette somme converge toujours vers exponentielle x. Donc, on peut calculer ça, cette somme. Il faut s'arrêter quelque part. Bon. On ne sait pas a priori où est-ce qu'on va s'arrêter parce que si x est très très grand, les termes qu'on va négliger risquent de ne pas être très négligeables. Donc, pour cela, pour ce type de problème, on peut se fixer une précision à l'avance. Par exemple, on va dire 10 puissance moins 5. Et on additionne à chaque fois le terme suivant. Donc, on continue à additionner sans arrêt. On va additionner x4 sur 4 factoriel, etc. Jusqu'à ce que le terme que je vais additionner, donc à chaque fois, je teste le terme que je vais additionner, je le teste. Tant qu'il est supérieur à mon erreur, à ma tolérance, E, 10 puissance moins 5, tant qu'il est supérieur, je vais continuer à ajouter les termes. Je vais continuer à l'ajouter. Dès que c'est plus petit, je vais dire, OK, je m'arrête ici, c'est bon, j'ai une bonne précision pour la valeur de mon exponentielle x. Juste une remarque, pour être plus efficace, par exemple, lorsque je calcule ici, si je vais calculer x4 sur 4 factoriel, qui est le terme que je vais ajouter, au lieu de recalculer toute cette quantité, ça demande beaucoup de calcul, sachant que j'ai déjà calculé le terme précédent qui est x3 sur 3 factoriel, et ben ça c'est juste le terme précédent, x3 sur 3 factoriel, multiplié par x sur 4. Vous voyez, c'est une manière plus efficace de faire ce travail. Sinon, on risque de refaire indéfiniment les mêmes calculs et c'est pas du tout efficace. Si j'ai déjà calculé x3 sur 3 factoriel, je vais l'utiliser pour mon x4 sur 4 factoriel aussi. Quand on fait des programmes, on pense à l'efficacité. Il faut que notre algorithme nous donne les résultats en un temps raisonnable. S'il prend une semaine pour me donner la valeur d'exponentielle x, ça ne sert à rien. Maintenant, la fonction puissance, par exemple, x puissance a. On peut voir x puissance 2, x puissance 3, x puissance 5, mais aussi, par exemple, x puissance 3,5, etc. Ou 2,5, par exemple, puissance moins 3, etc. Comment on va le faire? Si on applique le log, on voit que ln de y, c'est la même chose que a ln de x. C'est la même chose que ln. Donc là, on peut utiliser déjà la fonction logarithme népérien qu'on avait déjà calculée. Ensuite, bien sûr, notre objectif, c'est pas ln de y, c'est x puissance a qui est calculé. Avec la transformation exponentielle, donc notre y finalement, c'est quoi? C'est exponentielle à ln de x. Donc cette quantité x puissance a qu'on cherchait, c'est la même chose que exponentielle à ln de x. Et bien sûr, il faut que x soit strictement positif. Sinon, sinon ça ne marche pas ça. Pourquoi? Parce que ln de x n'est pas défini si x est négatif. Voici donc un exemple de comment sont calculées les fonctions concrètement dans l'ordinateur. Comment l'ordinateur nous donne la valeur de sinus x, cosinus x, etc.